Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Ici, je reçois des artistes de tous les horizons à qui j'ai envie de donner la parole sur leur travail. Et aujourd'hui, on reçoit Xavier Séverin qui est réalisateur, producteur, scénariste, acteur et bien d'autres. Je vous laisse avec ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, je reçois Xavier Séverin, qui est un passionné de cinéma et qui a décidé de monter ses projets en toute indépendance. Il est donc réalisateur, producteur, scénariste, acteur et monteur. Je crois que je n'oublie rien. Bienvenue, Xavier. Merci Marine pour ton invitation. Ça va, j'ai rien oublié dans ta présentation, j'ai à peu près tout dit. T'as rien oublié, c'est déjà pas mal, je trouve. C'est déjà beaucoup, en effet. Alors pour commencer et te présenter plus en profondeur, je pense qu'on va revenir un petit peu sur tes débuts. Quand est-ce que le cinéma commence pour toi et quels ont été tes premiers pas dans le cinéma ? En 2017, je rencontre Ethan Anderson, qui, pour la petite histoire, était mon élève, puisque je suis à côté, je suis professeur de boxe, et qui me dit que mon personnage l'inspire, que la personne que je suis inspire, et qui me propose donc un rôle. Donc moi, j'étais pas du tout comédien, et c'était pas un univers que je connaissais. Et en fait, cette rencontre, elle a été déterminante pour moi, parce que ça a changé ma vision des choses, ça a changé ma vision de mes objectifs, et j'ai compris et su à ce moment-là que, après ce tournage avec Ethan, que je ferais ma propre vie, en tant que réalisateur, en tant que comédien, en tant que scénariste. Et c'est lui, j'avoue, qui a réveillé cette petite flamme qui certainement dormait en moi. Et avant ça, t'avais jamais fait de théâtre, de cours de cinéma, quoi que ce soit ? C'est vraiment cette expérience qui t'a lancé ? Non, avant ça, j'avais rien fait, même si j'ai tendance à dire que la vie est une grande pièce de théâtre. Donc, et puis de par ma fonction de professeur de boxe, je joue aussi un personnage, mais c'est pas pareil que d'être devant une caméra, d'attendre l'action, d'attendre le couper, de donner des émotions, ça n'a strictement rien à voir. Donc tes premiers pas, du coup, tu les fais en tant qu'acteur. Est-ce que ça te stresse, du coup, d'arriver sur ce tournage ? Comment t'appréhendes un petit peu tout ça ? La difficulté réelle pour moi, en tant que comédien sur un projet, c'est que je porte également le projet, puisque je suis celui qui produit, et je suis très souvent celui qui le réalise. Donc la vraie difficulté, c'est que j'ai pas droit à l'erreur en tant que comédien, parce que je peux pas être exigeant avec mes comédiens et ne pas l'être avec moi-même. Donc c'est vrai que j'ai dû vraiment faire un travail sur moi et faire en sorte que je sois irréprochable. Et je pense que c'est vraiment ça qui a été le plus compliqué, c'est de gérer le devant, mais de savoir aussi que tu es derrière. Comme tu l'as dit, oui, très vite, donc tu es devenu acteur, mais aussi tu as voulu réaliser et produire tes propres projets. Il me semble que c'est en 2017 ou 2018 que tu as l'idée de lancer Nolan. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de quoi il s'agit ? Ouais, alors comme je le dis souvent, et c'est pas romancé, la série Nolan, elle est partie vraiment d'un rêve. C'est-à-dire qu'à 3h du matin, je fais un rêve qui me réveille, et je prends un bout de papier et je commence à noter tout ce qui me passait par la tête. Et de fil en aiguille, ce petit projet qui devait durer 5 minutes se transforme, prend forme, se développe et devient une série de 13 épisodes de 15 minutes et le dernier de 45 minutes. Donc c'est vrai qu'au début, je me suis lancé sans savoir où j'allais, sans savoir que plus de 100 personnes travailleraient sur ce projet, et qui a duré donc 4 ans avec le Covid. Et honnêtement, je suis hyper fier de ce que j'ai fait, je suis hyper fier d'avoir rencontré beaucoup de personnes dans ce milieu, d'avoir réseauté, et de savoir qu'aujourd'hui, ce projet, il est encore visible, et que franchement, c'est ma carte de visite. Nolan, pour moi, c'est vraiment ma carte de visite. Ça m'a appris le métier, mais surtout, ça m'a montré qu'avec peu, tu peux faire beaucoup. J'aime beaucoup cette mentalité de faire beaucoup avec peu, et je pense que pour beaucoup d'artistes ou de personnes qui commencent, justement, c'est vraiment un moteur de penser comme ça. Et du coup, donc, pour revenir sur Nolan, donc c'est une web-série policière, finalement. Qu'est-ce que tu as voulu raconter, toi, à travers Nolan ? Tu sais, moi, j'ai grandi avec les séries américaines, j'ai grandi avec Scorsese, Brian De Palma, Scarface, Les Affranchis. Donc, c'est voilà, cet univers un peu sombre, c'est toujours quelque chose qui m'a inspiré. Alors, déjà, c'est très bizarre ce que je vais te dire, mais moi, j'avais envie d'avoir un héros policier métis ou black, ce qui n'arrive pas souvent, malheureusement, en France. Et donc, j'avais envie d'être ce héros-là. On m'a posé une fois la question pourquoi j'ai joué dans Nolan, et j'ai répondu que quand je fais un projet, j'ai envie d'aller au bout. C'est pas parce que j'ai envie d'être devant la caméra, parce que c'est pas forcément une fin en soi, mais j'ai envie d'aller au bout. Donc, dans ce projet-là, j'avais envie de faire un truc super intriguant,
mais en même temps de faire une vraie série policière, un vrai polar, quelque chose d'activant, quelque chose qui, à chaque fin d'épisode, t'as un gros cliffhanger et qui donne envie d'aller jusqu'au bout, quoi. J'ai grandi avec la fiction américaine et moi, je vois mes réalisations de cette manière. Est-ce que quand tu lances Nolan, quand tu l'écris du coup intégralement, est-ce que ta démarche c'est d'aller directement vers des producteurs? Est-ce que tu en contactes? Est-ce que tu les démarches ou pas du tout? Tu te dis directement je vais tout faire de façon indépendante? Alors moi j'ai un leitmotiv dans la vie, c'est fais-toi plaisir avant tout et adviendra que pourra. Donc ça c'est mon leitmotiv et je le garderai toujours. Si je prends pas de plaisir, si je kiffe pas dans ce que je fais, je vais pas bien le faire. Donc au début quand j'ai commencé la réalisation, il n'y avait pas de projet précis, il n'y a pas une finalité. Et la finalité, c'était juste de kiffer et de faire kiffer aussi les gens qui sont dans ce projet avec moi. Donc non, j'avais pas de plan, j'avais pas de vision. C'est peut-être un défaut, mais c'est un défaut qui m'a permis en tout cas de prendre beaucoup de plaisir de tourner cette série. Beaucoup de plaisir et beaucoup de liberté aussi, j'imagine. Quand tu peux écrire, réécrire, tourner comme tu veux, jouer, produire. Alors c'est sûr que si demain tu signes sur Netflix et qu'on te donne un calendrier et un budget, etc., et que tu as une pression financière, une pression économique, une pression de timing, c'est sûr que le kiff il diminue. Donc oui, c'est sûr que être ton propre patron, comme dans tout, comme dans la vie, être ton propre patron, ton seul référent, ça te permet de faire ce que tu veux et de prendre énormément de plaisir. Moi, je pense que si Nolan, je l'avais fait avec des contraintes, je sais pas si j'aurais été au bout. Et justement, je pense que les gens ont aimé tourner dans cette série parce que on était libre de faire ce qu'on voulait. Et il me semble que c'est une série que tu as mis quand même assez longtemps à tourner, dont le tournage s'est déroulé sur plusieurs années. Comment est-ce qu'on reste motivé sur des projets comme ça qui durent et parfois on a du mal à voir le bout? Ouais, la motivation elle est importante parce que je suis pas le seul. Peut-être que si j'étais tout seul, j'aurais arrêté, et encore que c'est pas du tout mon caractère. Mais le fait d'avoir des gens qui croient en toi, des gens qui t'ont fait confiance, des comédiens, des techniciens, c'est impossible que je m'arrête. Même si le Covid est venu, nous a mis une droite, on s'est relevé, et on a continué le combat. Et c'était impensable d'arrêter le projet qui a duré donc 4 ans. Mais on voulait aller au bout et c'était un objectif qu'on a atteint. Est-ce qu'il y a une scène en particulier qui t'a marqué sur le tournage de Nolan? Ouais, il y a une scène qui m'a marqué puisque j'ai failli mourir. Okay. C'est une scène dans laquelle je me fais torturer. Donc on me met de l'eau sur le visage, avec le visage en arrière, etc., etc. Et j'avais envie que ce soit vrai, j'avais pas envie de le suggérer. Donc je l'ai vraiment tourné pour de vrai, dans les vraies conditions, donc qui sont des conditions en fait qui simulent la noyade. Il faisait, je pense, très 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 froid. On était dans un garage au mois d'octobre. Enfin, il faisait je sais pas combien, mais c'était affreux. Et après la scène réussie, disons que j'étais un petit peu en hypothermie et que j'ai jamais claqué des dents autant. Et vraiment, j'étais pas bien, quoi. Ah, wow. Mais j'étais content de la faire parce que je pense que le cinéma, même si c'est du cinéma, j'avais envie de ressentir cette émotion et de faire ressentir cette émotion. C'est assez impressionnant. T'as pris des risques pour le coup, pour le projet. Ouais, écoute, c'est que du cinéma, mais oui, c'est des risques contrôlés. Enfin, on sait jamais de quoi est fait la vie. Mais oui, j'avais vraiment envie j'ai pas envie de tricher et de suggérer le truc. J'avais envie que le spectateur vraiment aille avec moi dans cette torture et souffre avec moi, comme moi j'ai souffert. Donc du coup, avec Nolan, tu fais un pari finalement qui est un petit peu fou de jouer et de réaliser alors que tu n'as pas forcément de grande expérience dans le cinéma. Concrètement, comment tu t'organises sur un plateau pour avoir ces 2 casquettes? Alors, la préparation sur un tournage, elle est hyper importante. Sans une bonne préparation, ça ne pourra pas fonctionner, c'est sûr et certain. Faut savoir que cette série, le budget de cette série, au bout du bout, c'est 50 000 €. Donc, c'est pas non plus rien. J'avais vraiment envie de faire les choses correctement et que le rendu, quand les gens le regardent, ils se disent ah ouais. Parce que je trouve que quand on dit à quelqu'un qu'on n'est pas pro, c'est que forcément on est amateur. Or moi, je pense pas que les choses elles soient comme ça. Je pense que moi, je fais un travail pro et j'ai envie que le rendu il soit pro. En tout cas, je me donne les moyens pour que ce soit pro. Pour revenir à ta question, le fait de jongler avec les plusieurs casquettes, avoir une bonne équipe, c'est très important. Avoir de bonnes assistantes réa, c'est très important. C'est de quoi je parle puisque... Je suis obligée de le préciser du coup, qu'on a travaillé ensemble sur Nolan et que j'ai été assistante réalisateur pendant une certaine période. Exactement. Donc c'est sûr que j'ai besoin d'avoir des gens sur qui je peux m'appuyer. Et comme je te le redis, si tu as des gens sur qui t'appuyer, si tu as une bonne préparation en amont,
honnêtement, le plaisir, tu le prends. Et les couacs, parce qu'il y a toujours des couacs dans tout projet et dans le cinéma en particulier, les couacs ne sont pour moi que de l'expérience acquise. Les cascades, je les gère, je pense, au mieux. En tout cas, c'est pas un problème pour moi de passer de réalisateur à comédien. Mais d'autant plus, tu parles des couacs, des imprévus et tout, mais je trouve d'autant plus quand t'es pas encadré par une grosse production. En fait, limite, c'est encore plus compliqué parce que t'as tout à gérer, t'as les gens qui te décommandent le jour même, le matin, des techniciens, des acteurs. Bien sûr. C'est encore plus de complications. Mais c'est là où je te dis que l'expérience que j'ai acquise avec Nolan, elle est extraordinaire. J'aurais jamais pu, je pense, sur un tournage pro, avec plein de gens à ma botte, avec des gens pour mettre des petits scotch par terre, je pense que j'aurais jamais pu apprendre autant de choses que j'ai appris. Et moi, j'ai perché, j'ai fait la régie, j'ai été récupérer des gens, enfin, j'ai tout fait. Et je pense que le fait de tout faire, déjà, c'est comprendre tous les métiers sur un plateau de cinéma, ça c'est très important, parce que ça te permet de donner du respect à ces gens-là, et de comprendre leur taf, de comprendre leurs difficultés, de savoir que le département son, il a besoin de ça, de savoir que le département image, etc., etc. Et vraiment, pour moi, c'est 4 ans, puisque le tournage, il a duré 4 ans, c'est 4 ans de formation intensive. Et d'autant plus, c'est important aussi, je pense, comme quand tu réalises, de savoir vraiment quelles sont chaque spécificité de chaque métier pour pouvoir manager au mieux une équipe, quoi. Exactement. Tu peux pas demander à quelqu'un de faire quelque chose correctement si déjà tu ne sais pas de quoi tu parles. Moi, je pars du principe sans forcément être le meilleur dans la discipline, mais de savoir un minimum cette discipline, ce qu'elle représente, je pense que c'est très important. Donc, c'est pour ça que c'était aussi essentiel pour moi de toucher un petit peu à tout sur un plateau. Donc, justement, tu as mentionné un petit peu ton équipe, les gens avec qui tu travailles, et je trouve que c'est vraiment une très grande force que tu as, c'est de savoir t'entourer et savoir surtout fédérer des gens sur un projet. C'est pas donné à tout le monde et c'est hyper important quand tu as un peu une âme de leader et que tu vas aller au bout de tes projets. Comment tu fais justement pour choisir les personnes avec qui tu travailles? Comment tu fais pour bien t'entourer finalement? Alors fédérer, tu l'as dit, hein, c'est le mot hyper important pour moi, parce que si t'es pas entouré de bonnes personnes, certes, tu impulses quelque chose, mais le résultat à l'arrivée, il est pas que le travail d'une personne, il est le travail d'une équipe. Alors déjà, je travaille toujours avec les mêmes personnes. Ça, c'est très important pour moi, parce que je pars du principe où, quand les choses se passent bien, il n'y a aucune raison de changer. Au contraire, on a nos habitudes. Parfois, en un regard, on peut se comprendre. Parfois, on peut avoir des idées qui s'imbriquent ensemble. Donc moi, les gens qui sont autour de moi, je les choisis surtout parce qu'ils ont déjà travaillé avec moi et que ça se passe très bien. Ça, c'est l'essentiel. Ensuite, pour une première fois, forcément, quand tu connais pas les gens, je parle beaucoup. C'est important pour moi d'entendre, d'écouter ce que la personne a à me dire, de la ressentir. Je suis pas quelqu'un qui suis énormément dans les émotions, mais par contre, j'aime le ressenti. J'ai besoin de sentir que la personne, déjà, elle est motivée, mais au-delà de la motivation, qu'elle croit en ce que je lui dis, qu'elle croit au projet, qu'elle a envie limite de le faire autant que c'était le sien. Et ça, pour moi, c'est une preuve de réussite. Et c'est un challenge, ça, d'arriver aussi à susciter l'intérêt de chacun et de le mettre à contribution. Oui, bien sûr. C'est un travail à part entière de challenger les personnes et de leur donner envie de faire aussi bien que si c'était leur propre projet. Et je pense que c'est quelque chose que j'arrive à faire. Parce que quand même, il y a quand même 100 personnes qui ont travaillé sur Nolan. Ces gens m'ont fait confiance. Ces gens m'ont donné de leur temps, de leur énergie. Et je pense que s'ils m'ont donné tout ça, c'est aussi parce que j'ai su les inspirer. Je vais te raconter une petite anecdote. On recherche une femme plutôt âgée, un profil, une 50aine d'années. Une actrice, tu parles? Une comédienne, ouais. Okay. Et on trouve que des comédiennes pas forcément intéressées ou rémunérées. Alors, en l'occurrence, j'avais pas le budget pour la rémunérer. Et à l'époque, mon co-réalisateur, il me demande, on est en galère, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, écoute, elle correspond au profil, envoie-lui quelques images avec le scénar, avec la bible du personnage de ce qu'on attend d'elle, et on verra qu'est-ce qu'on a à perdre. Donc, il lui envoie. Dans les 5 minutes, on a une réponse. La personne qui nous dit oui, je suis intéressé. Donc je lui précise, mais malheureusement, on n'a pas le budget. Et elle me répète, je suis intéressé. En fait, ce qui prouvait que ce qui l'intéressait, c'était ce qu'on lui proposait, surtout. Je pense qu'aussi, elle nous a fait confiance parce qu'on lui a parlé d'abord et qu'on lui a proposé le projet d'une manière où le but, c'était de la mettre en avant. En fait, c'est ça le truc. Et la comédienne, après avoir parlé avec elle, elle m'expliquait qu'on lui propose souvent des rôles
dans lesquelles elle se sent pas à l'aise, dans lesquelles elle tripe pas, elle prend pas de plaisir, elle kiffe pas. Et du coup, c'est juste alimentaire. Et c'est là où je trouve que c'est dommage. On fait un métier d'artiste, un métier artistique où tu dois en avoir plein les yeux. Et quand t'as plus la magie des étoiles dans les yeux, c'est dommage. Ça veut dire qu'il faut se poser les bonnes questions. Et c'est un métier pour moi où la magie, tu dois toujours la garder. Et moi, tant que j'aurai ces étoiles qui brillent dans mes yeux, je lâcherai pas l'affaire. Mais après, ça, c'est un grand sujet et je pense que ça concerne beaucoup d'artistes, et notamment dans le cinéma. Mais c'est de réussir à trouver cet équilibre entre, en effet, il faut manger, il faut avoir des jobs alimentaires, des contrats, mais ça te fait pas du tout vibrer. Et un équilibre où tu peux t'épanouir dans une partie plus créative. Mais l'équilibre, il n'est pas toujours si simple à trouver. Mais en effet, comme tu as dit, je pense que, et je le répète, c'est totalement ma manière de penser, mais c'est très important de garder du temps aussi, de l'énergie aux aspects plus créatifs, parce qu'en fait, le risque de ça, c'est totalement de perdre sa passion, quoi, finalement. Ben ouais, t'as tout dit, hein. C'est un métier passion, c'est pas un métier raison. Donc c'est un métier pour lequel il faut garder le cœur grand ouvert, parce que sinon ce métier va te bouffer. Et en vérité, quand tu rentres dans ce truc-là, faut pas le prendre comme un métier, faut le prendre comme un plaisir. Alors si en plus ça devient un métier dans le sens propre du terme, alors c'est génial. Mais en vérité, quand on joue, quand on réalise, on est des grands gamins. En vérité, on est encore des petits-enfants qui veulent kiffer, qui regardaient les yeux émerveillés des séries, des comédiens qui disaient un jour j'aimerais faire ça. Et quand tu arrives à le faire un jour, tu te dis waouh, super quoi, j'aimerais que ça s'arrête pas et que le tournage il continue jusque des heures et des heures et des heures. Oui, c'est un métier de grand rêveur finalement. Exactement. C'est tout ce qu'on aime. On aime rêver. Donc, pour reparler un petit peu de ton équipe, donc est-ce que pour toi, un tournage finalement c'est avant tout des relations humaines ? Ouais, bien sûr. Bien sûr, un tournage c'est avant tout des relations humaines mais ça c'est de par ma nature. Je ne conçois pas prendre les gens juste pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire juste des comédiens, juste des techniciens. Non, je considère que derrière le comédien il y a quelqu'un qui peut m'apporter quelque chose. Derrière le technicien il y a quelqu'un qui peut m'apporter quelque chose. Derrière une régie il y a quelqu'un qui peut m'apporter quelque chose, etc. Même si évidemment chacun a son rôle et ça c'est normal parce que sinon c'est la cacophonie, on s'en sort pas. Mais évidemment que les relations humaines elles sont essentielles, pas seulement sur un plateau de cinéma, mais dans la vie en général. Moi, j'ai besoin d'avoir de bons rapports avec les personnes pour avancer et qui se sent bien alors que y a des frictions, alors qu'il y a des tensions qui peuvent exister. Mais il faut toujours, et ça c'est mon rôle, en retirer quelque chose de positif. Sincèrement, sur tous les projets que j'ai faits, honnêtement, je peux les compter sur le doigt d'une main, les réelles tensions qu'il y a pu avoir sur un tournage. Et encore, je pense que les doigts d'une main, c'est trop. Je m'attelle vraiment à ce que ce soit pas un sujet et que les gens prennent, encore une fois, je le répète, la notion de plaisir, pour moi, elle est importante, mais il faut qu'elle soit importante aussi pour les personnes qui m'entourent. Mais moi, c'est des choses qui m'ont pas mal étonnée en venant justement sur tes tournages, sur tes projets. Du coup, donc, je suis assistante réalisateur de formation et donc j'ai fait pas mal aussi de projets, même bénévoles et tout ça, différents courts-métrages, différents projets à droite à gauche. Et justement, c'est d'arriver à mêler à la fois un projet ambitieux, on a un tournage à faire, on va y aller à fond, on va faire dans des conditions pro, mais en même temps, plaisir, chill, on y va, je sais pas, tranquille, on n'est pas brusqué, on n'est pas non respecté, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de stress et tout. Donc je sais pas si tu as gardé ça depuis, j'espère. Ah je l'ai gardé depuis, bien sûr. Non, ça me fait plaisir ce que tu me dis là, parce que moi je le ressens comme ça. Et de t'entendre le verbaliser, ça me fait plaisir, parce que oui, effectivement, j'ai envie de tourner avec des gens qui ont envie de tourner avec moi. J'ai envie de travailler avec des gens qui ont envie de travailler avec moi. Et bien souvent, on me redemande de travailler avec moi. Donc, c'est plutôt bon signe. Ouais. Parce que si on ne te rappelle pas pour te dire, c'est un projet, pense à moi, ça veut dire qu'il faut se poser les bonnes questions. Mais oui, non, moi, je pense qu'on peut lier les deux. C'est-à-dire le côté professionnel, qui de toute façon est essentiel, parce qu'un plateau de tournage, c'est pas une cour de récré. Il faut qu'il y ait des règles, il faut que ce soit carré. Mais en même temps, on n'est pas au bagne, quoi. On est là quand même pour prendre du plaisir, il faut qu'il y ait du sourire, il faut qu'il y ait des moments de détente. Waouh, tranquille quoi. Donc au-delà de Nolan, de ta web-série policière, du coup, tu as participé à d'autres projets, tu as fait plusieurs autres courts-métrages maintenant, notamment participé au Nikon Festival. Donc le Nikon, c'est quelque chose où par exemple il y a un thème imposé. Et toi justement, quels sont les thèmes un petit peu qui te sont chers et que tu as envie de mettre en avant, ou quel message tu as envie de véhiculer par rapport aux fictions que tu produis et que tu réalises ? Alors, de manière générale, moi je suis quelqu'un, contrairement à ce qu'on pourrait croire, d'assez éclectique. Je parlais tout à l'heure de Palma, de Scorsese, j'aime les polars noirs.
Je pense que c'est vraiment ma came. Mais au-delà de ça, je suis féru de Marvel. Tu vois, je suis féru de Marvel. Tout ce qui est fantastique, c'est quelque chose qui me transporte. J'aime les films d'horreur aussi. Donc, j'ai pas de style particulier ou de message particulier que j'aimerais véhiculer. Il y a deux choses. Soit j'ai une idée avec quelque chose derrière et un message sociétal. Et, par exemple, j'ai une idée depuis très longtemps et j'ai pas encore trouvé la bonne plume pour la faire. Et dans ce cas-là, ma démarche, c'est de faire réfléchir les gens. Soit c'est une démarche totalement, purement cinématographique et j'ai envie de divertir les gens parce que le cinéma, ça reste du divertissement. Mais en tout cas, je me mets pas de barrière, je me mets pas de limite. Je me dis pas ça, je peux le faire, ça, je peux pas le faire. Il y a des sujets qui m'importent beaucoup dans la vie, mais où je trouve pas la bonne ligne, la bonne direction pour pouvoir en parler. Ça n'empêche pas que dans ma vie de tous les jours, c'est des sujets qui peuvent me toucher, pour lesquels je peux me battre. Donc toi, c'est avant tout une dimension artistique et esthétique que tu fais primer par rapport au message forcément que tu veux véhiculer? Non, pas forcément. Ça dépend vraiment de l'idée que j'ai. Ça dépend vraiment de l'idée que j'ai. Comme je t'expliquais, j'ai plusieurs thèmes sociétals que j'ai envie de défendre, mais je me suis pas trouvé assez bon en écriture pour pouvoir le faire. Et c'est des thèmes qui me tiennent tellement à cœur que j'ai pas envie de brader le truc. Ouais. Je vais te donner un exemple. Parler de la banlieue, c'est quelque chose qui est important pour moi. Mais moi, depuis La Haine, on n'a jamais fait un film intéressant sur la banlieue. Donc, si j'ai pas la bonne idée, les bons personnages, si j'ai pas la bonne manière de construire tout ça, je vois aucun intérêt d'aller faire quelque chose qui va desservir ma cause, mon écriture, mon travail. Donc, je préfère ne pas faire que mal faire. D'autant sur des sujets un petit peu, pas toujours traités très subtilement, je comprends les précautions. Exactement. C'est un sujet qui est trop important pour moi pour pouvoir le banaliser et faire un scénario pour faire un scénario. Donc cette année, tu participes au Nikon Festival et moi j'avais une petite question par rapport à ça parce que du coup c'est quand même un festival, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un festival de courts-métrages qui est ouvert à toute la France, je crois. Il y a de plus en plus de participation chaque année, mais il y a un format du coup qui est imposé, c'est 2 minutes 20 ouais. Et un thème imposé à chaque fois. Donc justement ça fait quelques contraintes quand même. Est-ce que toi tu penses que la contrainte, ça bride un peu la créativité, c'est un frein, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui la libère et qui peut permettre d'aller encore plus loin dans son geste artistique? Je vais faire une réponse de poéticien, je vais dire oui et non. Concrètement, la contrainte pour moi c'est pas un frein parce que c'est un challenge, et moi je suis quelqu'un qui aime me challenger. Donc je participe au Nikon parce que déjà j'aime regarder les autres projets, je trouve que c'est vraiment qualitatif. Donc c'est une manière aussi de me confronter au meilleur, et c'est en se confrontant au meilleur qu'on devient meilleur. Mais pour moi c'est pas une contrainte parce que du coup je dois faire travailler mon cerveau et j'aime ça. Je dois être imaginatif, je dois être efficace, je dois aller droit au but tout en racontant une histoire de 2 minutes 20. Et moi, je trouve ça top. Je trouve ça top, l'idée d'avoir mis ces contraintes-là, d'avoir imposé un thème. En ce qui me concerne, c'est pas du tout un frein. Alors, évidemment, je vais te répondre aussi que si je pouvais en faire 30 minutes et le thème que je voulais, ben, forcément, j'irais dans ce que je veux, dans ce que j'aime. Mais la contrainte, pour moi, c'est un plus, c'est un moteur. Et je le vois en tout cas de cette manière-là. Tu nous as parlé un petit peu de tes inspirations, des films que tu avais regardés qui t'ont donné envie de faire du cinéma maintenant ou qui te donnent envie d'écrire. Est-ce que justement il y a un film ou une série que tu aurais vu récemment, que tu as envie de recommander, qui t'a marqué pour une raison ou une autre? Waouh. Là tu me prends un petit peu au dépourvu parce que en vérité, moi Netflix je l'ai tué, je l'ai terminé dans tous les sens. Donc il y a beaucoup de films qui m'ont attiré mon attention et où j'ai dit ah ouais super. Donc alors évidemment j'attends avec impatience la saison 2 de Squid Game parce que la saison 1 c'était tellement novateur, nouveau, déroutant, il a tout compris le gars qui a quand même mis 10 ans à vendre son scénario. Donc ouais. Ne lâchez rien les gars, il a mis 10 ans à vendre son scénario. C'est ce gars-là pour moi, c'est la preuve, et il y en a d'autres heureusement. C'est la preuve que la motivation, la motivation, le fait de rien lâcher, ça doit être un moteur tout le temps. Il y a une série qui s'appelle, je crois de mémoire, Night Agent, que j'ai surkiffé, qui est vraiment dans l'univers de ce que j'aime. Honnêtement, il y a plein de séries, il y a plein de choses que j'ai adoré là.
Là, vraiment, ça me vient pas à l'esprit, mais je suis quelqu'un qui donne toujours sa chance au produit. C'est-à-dire que quand je regarde une série, je regarde jamais le pitch, je regarde jamais la bande-annonce. J'aime faire le saut dans l'inconnu. Par contre, si au bout de 20 minutes, tu m'as pas attrapé, ça veut dire que tu m'attraperas jamais. Donc c'est un peu mon défaut, c'est que j'ai besoin d'être attrapé très rapidement. Donc il faut que l'intrigue elle soit assez palpable dès le début pour moi. Et à quel point le fait de faire du cinéma, du coup, ça t'a rendu... ça a aiguisé un œil encore plus critique sur ce que tu regardes. J'ai arrêté d'être critique et de regarder le cinéma comme un réalisateur le jour où j'ai été voir peu de temps après, j'avais tourné, je sais pas, la veille, j'avais tourné dans Nolan et j'avais été voir Mission Impossible. Et je m'étais mis à analyser, alors là, il y a du fond vert, là, ça, ils l'ont coupé, ils ont dû faire... Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, t'es pas en train de kiffer le film, là. T'es en train de te poser 3 milliards de questions sur, techniquement, comment ils ont fait les choses. Et là, tu penses trop comme un réalisateur. Donc, j'ai pris la peau de réalisateur, je l'ai jeté. Et je dis, à partir de maintenant, les films, je vais plus les regarder comme un réalisateur. Donc, cette déformation professionnelle, je l'ai plus. Et je me lâche complètement quand je regarde quelque chose. Je pose aucune question. Est-ce que c'est FX? Est-ce que c'est pas FX? Je regarde, je prends plaisir ou pas. Mais j'arrive aujourd'hui à déconnecter les deux. Franchement, c'est fort. C'est pas donné à tout le monde. Parce que franchement, pour travailler aussi dans le cinéma, dans l'audiovisuel et tout, très dur de justement arriver à jeter cette peau de... Ah, mais comment il a fait ce plan? Ah, ce mouvement de caméra, il est sympa. Ah, la musique à tel moment, le jeu d'actrice, machin. Il y a toujours un truc à analyser, en fait. En fait, le problème, c'est que je disais tout à l'heure que nous, on est des acteurs du cinéma et on doit avoir des yeux pleins d'étoiles. Mais le spectateur, il doit avoir des yeux pleins d'étoiles également. Donc, quand je suis spectateur, j'ai envie d'avoir ces yeux pleins d'étoiles. J'ai envie d'avoir ce ressenti. J'ai envie d'avoir ce plaisir. Donc, en pensant en tant que réalisateur, en fait, tu te brides et tu prends aucun plaisir. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Mais avant, j'avais une vie avant d'être réalisateur et je kiffais les films. Donc, je vois pas pourquoi aujourd'hui, j'y arriverais pas. Il y a une série, je pense, que donc, tu as vue et que tu as beaucoup aimée, qui a été réalisée par Franck Gastambide. Je pense que tu sais de quoi je parle, parce que du coup, tu as fait un court-métrage qui a un appel assez original, finalement, à Franck Gastambide, justement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet? Ouais, donc toi, tu parles de la série Validée. Étant un amoureux du rap, puisque j'ai grandi avec des groupes mythiques que sont NTM, IAM, MC Solar, Assassin, bref, des groupes qui ont fait l'histoire du rap aujourd'hui. C'était un projet ambitieux de la part de Franck Gastambide et je pense qu'il a fait l'unanimité sur ce projet-là. Les gens qui aiment le rap, le valider, je pense que tout le monde l'a validé complètement. C'est de façon scénaristique, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Visuellement, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a apporté. Et je veux pas tomber dans les clichés, mais il a pas fait une série à la française, d'accord? Je pense qu'il a fait quelque chose vraiment un peu carré, comme on dit, sachant qu'aux États-Unis, les séries sur l'univers du rap, c'est quelque chose qui existe. Il y en a beaucoup. C'est pas quelque chose de nouveau. Et nous, c'était un ovni pour nous, très attendu. Mais moi personnellement, j'ai adoré la saison 1 de Validé. Et concernant le court-métrage, donc Casting Sauvage, effectivement, j'avais envie de caster pour la saison 3 de Validé, mais c'était trop tard. Mais qu'importe, parce que je me suis dit, en fait, quand tu veux caster, tu viens dans un bureau, tu fais le texte, ça marche plutôt bien, plutôt pas bien, t'inspires pas. Et moi, j'avais envie de proposer autre chose. J'avais envie de montrer que j'étais capable de proposer plus et d'être un peu plus ambitieux. Donc j'ai écrit un court-métrage, j'ai réalisé le court-métrage, j'ai joué dedans avec d'autres comédiens qui sont, à mon sens, fabuleux dedans. Et pour moi, ça, c'est une manière de dire à Franck Gastambide qu'il y a des gens qui ont du talent et que parfois, on peut, lors d'un casting, voir des personnes qui ne sont pas les bonnes. Et peut-être que les bonnes personnes, tu les as pas vues. Et voilà, c'était une manière pour moi de lui dire « Coucou, on est là, mais on est là pour faire plus que ce que tu nous demandes. On peut faire plus que ça. On peut être encore plus créatif, plus inventif. » Et donc, Casting Sauvage, ce court-métrage qui est encore disponible, que les gens peuvent voir, qui a une fin particulière, puisque le pitch, je peux le résumer en une phrase, c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire pour réussir? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour réussir dans le cinéma? Mais qu'est-ce que tu es prêt à faire pour réussir dans la vie? Qu'est-ce que les gens sont prêts à faire pour que leur destin change? Je suis parti de cette petite phrase pour ensuite développer tout un scénario autour. Et c'est une question très intéressante à se poser pour garder un cap aussi, peu importe tes projets. Bien sûr. C'est très important. Par exemple, ce réalisateur ou un autre aujourd'hui, ils vont être face à des comédiens
qui sont dans un circuit, entre guillemets, qui sont par exemple représentés par des agents, qui ont eu telle expérience, qui les légitime à venir à ce casting. Comment tu l'as vécu, cette chose-là, d'être un peu dans un réseau parallèle de cinéastes? Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on est beaucoup à faire du cinéma un peu underground, à monter plein de projets, mais en étant toujours sur une route, on a l'impression que les chemins ne se croisent pas forcément. Alors, les chemins ne se croisent pas forcément aujourd'hui, oui. Mais de toute façon, comme tu dis si bien, ce sont des chemins parallèles. Moi, je compare souvent le cinéma avec la musique. C'est-à-dire que la musique, pendant très longtemps, c'était les maisons de disques qui faisaient un petit peu l'appui et le beau temps. Et plus le temps il a avancé, plus les artistes se sont émancipés, plus l'industrie musicale a changé. Particulièrement l'industrie de la musique aujourd'hui, du rap, puisque c'est la musique qui est le plus vendue, la musique urbaine comme on dit. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont indépendants complètement, qui sont leurs autoproducteurs, qui s'autoproduisent et qui font des choses magnifiques sans l'aide de qui que ce soit, ou du moins, même s'ils ont l'aide de d'autres personnes, ça reste eux les décisionnaires. Moi, j'ai pas le sentiment d'être dans une voie parallèle, dans le sens où, pour moi, je fais la même chose que tout le monde. On fait du cinéma avec évidemment des contraintes différentes, avec évidemment moins d'argent, et le nerf de la guerre, on le connaît tous, c'est l'argent. Mais on va pas se mentir, aujourd'hui dans le cinéma, comme dans beaucoup de réseaux, mais particulièrement dans cette voie-là, si t'as pas les bonnes connaissances, si t'as pas les bonnes connexions, en vérité, c'est un chemin tortueux, c'est un chemin très compliqué, très difficile. Si t'es pas prêt à te taper, si t'es pas prêt à te battre, à aller soulever des montagnes, déplacer des collines, ben en fait, tu n'y arriveras pas. Parce qu'au bout d'un moment, au bout du bout, c'est désespérant et c'est même démotivant pour certains de se dire qu'on ne peut pas arriver à rentrer par la porte. Donc moi, comme je dis souvent, si on ne peut pas rentrer par la porte, eh ben on ira passer par la fenêtre. C'est pas un problème. Mais c'est pour ça que je fais mes propres projets, parce que si tu attends que quelqu'un vienne te chercher en disant « Tiens, je t'ai vu, toi, c'est très bien ce que tu fais, est-ce que tu peux venir avec moi ?» Tu vas attendre très, très, très longtemps. Donc, moi, ce que j'aurais comme conseil à donner aux comédiens, aux réalisateurs, aux scénaristes, c'est n'attends pas qu'on vienne taper à la porte. N'attends pas. Va défoncer des portes. C'est beaucoup mieux. Et on le voit, même du côté des comédiens, du coup, on en connaît beaucoup tous les deux. Il y en a de plus en plus qui réalisent un petit peu des petits sketchs ou des mini-courts-métrages aussi, pour se mettre en avant, pour s'écrire et se donner les rôles qu'ils ont envie d'interpréter et de montrer pour leur bande démo ou quoi que ce soit. Ouais, et puis c'est tout à leur honneur. Ils ont raison de faire ça, parce que sinon, ils sont à côté du téléphone, ils attendent une réponse. Tu sais, moi, au début, quand j'ai commencé dans ce métier, je répondais systématiquement à tous les comédiens qui répondaient à mes castings. Ceux qui me faisaient des self-tapes, ceux qui m'envoyaient des vidéos, systématiquement, je répondais à tout le monde. C'est tout à ton honneur, parce que même aujourd'hui, je réponds encore à tout le monde, parce que pour moi, c'était essentiel. Quand je disais tout à l'heure que derrière un comédien, il y a un être humain, c'est totalement ce que je suis en train de dire. Et on m'a fait une réflexion un jour, on m'a dit, on me disait souvent merci de votre réponse. Et derrière les merci, je comprenais vraiment qu'il y avait un vrai merci. Et un jour, j'ai posé la question à 2-3 comédiens et ils m'ont répondu, tu sais, on ne nous répond jamais. On nous donne jamais de signe de vie. On nous dit pas si. En général, quand on nous appelle, c'est que c'est bon. Mais quand c'est pas bon, même pas. On daigne pas nous répondre. Et moi, je trouvais ça hyper, à mon petit niveau, irrespectueux, parce que même si c'est un copier-coller, ça mange pas de pain et c'est gratuit de répondre à quelqu'un qui va se sentir considéré. Oui, au moins la personne sait que son profil a été vu, son message a été reçu et elle peut passer à autre chose. Exactement. Et je vais même encore plus loin. J'ai répondu à certains comédiens, votre profil m'intéresse. Je le mets de côté. Et certainement, ils ont dû penser que c'était une phrase bateau, toute faite, un peu mytho pour dire gentiment non merci. Mais non, parce que quand je dis ça, à chaque fois que je dis à un comédien, ton profil m'intéresse, je l'ai toujours appelé 2 mois, 3 mois. Et un comédien, je l'ai appelé 3 ans après pour un projet. Donc, c'est parce que dans un petit coin de ma tête, je mets les profils qui m'intéressent. Et quand j'en ai besoin, parce que quand je pense à eux, quand je pense qu'ils sont légitimes dans le rôle, eh ben, je fais appel à eux. Mais pour moi, c'est, encore une fois, c'est important, le relationnel. On en revient dessus, c'est que je pense, on a tous des ennemis, c'est normal, mais je pense que très peu de personnes diront que je suis pas quelqu'un qui les considère. Je trouve ça hyper intéressant, la manière dont tu parles des acteurs et ton rapport à eux. Donc, je vais te reposer des questions vis-à-vis de ça, je pense, juste après. Mais pour conclure donc, sur Casting Sauvage, donc ton court-métrage, est-ce que tu sais si Franck Gastambide a visionné le film? Est-ce que tu lui as envoyé Est-ce que tu as des nouvelles par rapport à ça? Alors, à l'heure où je te parle, je ne sais pas si Franck Gastambide a visionné le court-métrage. Même si c'est vrai, dans le timing, il y a eu la sortie de La Cage.
Donc je présume qu'il avait d'autres chats à fouetter, mais bon, la cage ça s'est passé, donc il est temps. Mais je lâcherai pas l'affaire parce que le but ultime de ce court-métrage, c'était effectivement qu'il le voit. Pas forcément qu'il me prenne dans une de ses productions, parce que ça fait partie de la vie. Il peut me trouver très mauvais et estimer que je n'ai rien à faire dans ses productions. Par contre, il peut estimer que les autres personnes qui sont dans ce projet sont très très bons. Et moi, je fais pas ça que pour moi. Je fais parce que je considère que le cinéma, c'est pas une aventure personnelle, c'est une aventure humaine, une aventure collégiale. Et réussir tout seul dans un film, c'est pas kiffant. Par contre, réussir avec des gens qui ont cru en toi, là, c'est trippant. Non, mais je trouve que ta mentalité, elle reflète beaucoup, du coup, ta facilité à t'entourer, à fédérer. Parce qu'en réalité, je trouve que malheureusement, le cinéma et même l'artistique de manière générale, c'est quand même beaucoup pourri par l'ego des gens. Mais le cinéma n'est ni plus ni moins que le reflet de la société, je pense. Ouais. Hein. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui sont très nombrilistes, sont très portés sur leur propre personne, sur le moi, je, et ils pensent pas aux gens qui sont autour d'eux. Je vais pas faire de grands débats, mais t'as qu'à regarder dans la vie, quand quelqu'un dans la rue se fait embêter, quand quelqu'un se fait enquiquiner, quand quelqu'un est même par terre, limite mort, les gens vont passer, il y a personne qui va s'inquiéter. Donc je pense pas que le cinéma ait plus de vertu que les gens dans la société en général. Oui, malheureusement, moi en tout cas, c'est un truc, c'est ma nature. Je considère encore une fois que l'aventure humaine prime sur tout le reste. Réussir en étant un connard, ça m'intéresse pas, vraiment. Ça m'intéresse pas. Je voulais reparler un petit peu de tes acteurs, les acteurs qu'on adore. Comment est-ce pas que... pas tous. Ah, ok, mauvaise expérience. Comment ça se passe, toi, les castings que tu fais passer? Déjà, est-ce que tu en fais passer? Ou est-ce que tu te bases uniquement sur la bande démo des personnes? Et qu'est-ce qui attire un peu ton attention chez un acteur? Pourquoi tu vas le choisir? Et comment un petit peu on peut se démarquer? Toujours des castings. Toujours. Alors... pas en face-to-face, parce que gain de temps oblige, je fais que des save-tapes, que des castings vidéo. Je peux m'attarder sur une bande démo. Ça m'arrivait très peu de fois, mais ça m'arrivait de voir une bande démo d'un comédien et de me dire non, c'est bon, il a le rôle. Parce que il transmet totalement ce que j'attends de lui. Et après, ça m'arrive aussi malgré la bande démo, de demander à quelqu'un de refaire le rôle avec le texte du scénario. Mais oui, c'est essentiel pour moi. J'ai besoin de me projeter, besoin d'imaginer, besoin de sentir que la personne qui va jouer est totalement dans le rôle. Après, c'est subjectif pour le coup. Hein. Pour le coup, là, on est dans un truc totalement subjectif. On va être trois. Il y en a qui va dire super, l'autre qui va dire pas terrible, l'autre qui va dire c'est nul. Donc, l'avantage d'être le producteur, c'est que c'est le producteur qui a le final cut et c'est lui qui décide à l'arrivée. Est-ce que du coup, ça t'arrive d'écrire un rôle pour un acteur ? Tu veux absolument travailler avec cette personne et donc tu lui écris un rôle. Oui, bien sûr, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, notamment, on en parlait tout à l'heure pour Casting Sauvage. Quand j'ai écrit le rôle, je l'ai écrit pour Fred, totalement. C'est-à-dire que je l'ai écrit en pensant à lui. Je l'ai écrit parce que sa gueule, je l'aimais bien. Je l'ai écrit parce que je pensais qu'on pouvait l'emmener dans un truc inattendu. Et totalement, ça m'arrive à plusieurs reprises d'écrire parce que j'ai des visages, des attitudes qui m'inspirent totalement et qui me donnent envie de développer un personnage. Et finalement, ça a plutôt bien marché parce qu'il est très, très bon dans Casting Sauvage. Ah bah écoute, merci pour lui. Donc tu fais énormément de choses par toi-même, mais donc tu nous as dit, t'as pas fait d'école de cinéma, t'as pas eu un parcours immense dans l'audiovisuel. Parcours atypique. Ouais, parcours atypique, exactement. Donc t'es un véritable autodidacte et tu te définis comme tel. Est-ce que t'as des conseils un petit peu pour les gens qui veulent se lancer justement, comment est-ce qu'on apprend tous ces métiers que tu as appris? Alors déjà, je voudrais dire que si je fais tout ça par moi-même, c'est pas forcément un choix. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un qui est capable d'avoir la même vision que moi et de faire les choses de ma manière, quand je dis de ma manière, c'est-à-dire qu'il faut que le résultat soit à ma manière, alors super, ça me pose aucun problème. Mais je fais pas partie des gens qui pensent que il faut déléguer. Parfois, il faut déléguer, c'est important. Néanmoins, par exemple, pour le montage, quand je réalise, j'aime monter. Parce que quand je tourne, je sais déjà comment je vais monter. Donc, je sais où je veux aller
pour moi, ce serait une perte de temps que quelqu'un d'autre le fasse pour moi, parce que du coup, je dirais mais c'est pas du tout ce que je voulais, et on perdrait du temps et limite il perdrait de l'énergie et de l'envie parce que je lui casserais son délire. Donc déjà c'est pas un choix. Alors ce que je conseillerais aux gens qui veulent se mettre à la réalisation, déjà c'est de se dire que ça va pas être facile. Déjà, faut te le mettre dans la tête, ça va pas être facile. Règle numéro 2, des galères, tu en auras. Ça c'est sûr et certain. Règle numéro 3, écouter les gens, et règle numéro 4, ne pas écouter les gens. Parce que si toi, tu as ta vision, je suis sûr que Woody Allen, il y a plein de gens qui l'ont dit, mais t'es un ouf. Je suis sûr que Tarantino, il y a plein de gens qui l'ont dit, mais t'es à côté de la plaque. Et ça les a pas empêchés d'aller au bout de leurs rêves, au bout de leur vision. Je dis pas que je suis Woody Allen ou Tarantino, très très loin de là, mais je dis que si toi, tu as envie d'aller dans une direction, tu peux demander conseil à quelqu'un, mais que si au bout du bout, tu veux aller dans cette direction, vas-y. Oui, en vrai, je suis d'accord avec toi dans le sens où la plupart des génies, même si j'aime pas ce mot, mais génie artistique. Ça me touche. Non, mais dans le sens où les personnes que tu as citées, etc., c'est pas des personnes qui faisaient consensus à la base, mais quand ils vont un peu au plus loin et un peu au paroxysme de ce qu'ils peuvent donner dans l'art, en fait, c'est là qu'on se dit waouh, il apporte quelque chose de nouveau, de rafraîchissant, d'original. Ouais, mais c'est totalement vrai ce que tu dis. Je reviens sur mon exemple de la musique. Un mec comme Aznavour, quand il écrit, il n'écrit pas du tout de la manière que quelqu'un écrit. C'est-à-dire qu'il tombe pas sur les mesures, et quand il chantait les mesures, il les dépassait, il allait au-delà des mesures, et c'était pas du tout quelque chose qui se faisait, et on comprenait pas. Et aujourd'hui, quand on parle de lui, c'est un génie, alors que certainement au début on disait mais ce mec est à côté de la plaque, il est pas du tout dans les codes. Donc quand tu fais pas partie de la meute, tu deviens rapidement quelqu'un de bizarre. Donc moi j'aime bien ne pas faire partie de la meute, et si être bizarre c'est être différent, mais dans le bon sens du terme, alors je veux bien l'être. Mais la nouveauté fait peur, de manière générale. Oui, bien sûr, la nouveauté, l'inconnu, l'inconnu fait peur. Mais heureusement qu'il y a des gens qui sont brillants, qui sont talentueux et qui arrivent à révolutionner le cinéma, la musique, la cuisine et je ne sais quoi d'autre comme discipline. Parce que sinon, ça voudrait dire que la discipline en question, elle est figée et qu'elle ne bouge jamais. Donc oui, parfois je tourne. Et on me dit ouais mais là tu devrais pas faire ça parce que c'est pas la règle. Mais la règle elle est faite pour être prise, contournée, détournée, brisée en 8, en 4, en 6, je sais pas, et pour faire un résultat qui est ton propre résultat. Est-ce que tu penses que tout s'apprend ? En 2025, je pense que tout s'apprend. Ouais, aujourd'hui moi si j'ai envie d'apprendre le japonais demain, j'ai pas d'excuse. Je pense que tout s'apprend. Est-ce que tout s'apprend facilement ? Non. Mais oui, tout s'apprend. Aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, moi, j'aurais rêvé grandir avec Internet. J'aurais été un érudit de plein de choses. J'aurais appris le piano, j'aurais appris la guitare, non mais laisse tomber, j'aurais fait trop de choses. L'homme que je suis aujourd'hui, qui a déjà pas mal de facettes, mais ça aurait été abusé. J'aurais vraiment adoré grandir avec Internet. Ils se rendent pas compte, les gens, de la chance qu'ils ont. Comme je dis souvent, c'est comme un verre. Quand tu as un verre, soit tu mets de l'alcool dedans, soit tu mets du jus d'orange dedans, ou soit tu mets de l'eau, tu mets ce que tu veux. Internet, c'est pareil. Soit tu vois des trucs bizarres sur Internet et tu fais des trucs bizarres, soit tu t'en sers pour que ton cerveau il devienne sans limite. Mais oui, tout s'apprend, et avec l'envie, le temps, rien n'est insurmontable. Mais ça met une grande pression aussi, je trouve, de se dire tout est accessible, tu n'as pas d'excuses pour tout apprendre, mais la vérité, c'est que on peut pas maîtriser tous les sujets, on peut pas tout apprendre, et aussi, faut pas se perdre, je pense, entre la polyvalence et l'expertise. En fait, alors déjà pour moi, il n'y a pas de pression parce que la condition sine qua non pour tout apprendre, il faut avoir envie, et tu as le droit de ne pas avoir envie, c'est pas un problème. Tout s'apprend à partir du moment où tu as envie. Si tu n'as pas envie, tu as la meilleure des excuses, c'est j'ai pas envie. Ensuite, quand je te disais que tout s'apprenait en 2025, ça ne veut pas dire que le résultat il doit être optimum tout de suite. Pas du tout. Au contraire, dans l'apprentissage, il y a quelque chose de très important. C'est le fait de faire des erreurs. Et ça, Internet, il ne t'apprend pas. Tu vas faire tes erreurs, et c'est tes erreurs qui vont te faire évoluer et progresser. Donc, évidemment que même si tu apprends les choses, tu ne vas pas être Mozart sur son piano du jour au lendemain. Non, loin de là. Et heureusement d'ailleurs. Et pour appliquer ça au cinéma, du coup, je vais reprendre un petit peu les paroles d'un rappeur qui dit pour faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'on a vraiment juste besoin d'un truc qui filme aujourd'hui pour faire des films ? En fait, pour moi, il n'y a pas de réponse à ta question. Il n'y a pas de vérité. C'est chacun. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être
très, très, très axés sur l'image et qui vont te dire que filmer ne suffit pas. Et que eux, ils ont envie vraiment que l'image elle soit au top. Ils ont envie, faut que vraiment derrière même ce qu'on voit, pour eux c'est important. Et c'est une vision que je respecte. Et après, tu as les autres qui vont te donner du contenu parce qu'ils vont dire, comme tu dis si bien, que pour faire un film, tu as juste besoin de quelque chose qui filme. Et factuellement, c'est la vérité. Moi, je suis un petit peu entre les deux. Je pense que oui, effectivement, à partir du moment où tu as les moyens, tu peux faire. Et en même temps, je pense que c'est pas parce que tu peux faire que tu peux pas bien faire. Donc moi, je suis un petit peu un juste milieu. J'ai une anecdote, par exemple, je me souviens sur un plateau, pendant 30 minutes de discuter d'un plan avec mes assistants. Au bout de 30 minutes, je leur ai dit, mais les gars, arrêtez. Le plan, il dure 2 secondes et demie. Nous, on se prend la tête pour un plan que personne ne va voir. Donc là, pour moi, ce qui primait, c'était l'efficacité plutôt que l'image. Et à contrario, je peux avoir envie d'un plan, je le veux comme ça et pas autrement. Non, je veux mon plan comme ça et je veux qu'il soit comme ça. Donc, c'est vraiment une question d'inspiration du moment. Et je pense que chacun est différent. Et le cinéma, c'est pas une vérité vraie. Il y a des films qui ont coûté des millions. Les gens, ils ont dit, c'est éclaté. Oui. Et il y a des films qui ont rien coûté. Et les gens, ils ont adoré. C'est totalement subjectif. Et des avis, on est 60 millions en France, on a 60 millions d'avis. Mais c'est intéressant ce que tu dis, même par rapport à la question du budget, où en effet, le budget c'est bien. Le budget, ça aide à fédérer des bons techniciens, des bons acteurs qui vont voir tes projets. Mais la vérité, c'est que ça fait pas tout. Et c'est là où on a une chance, entre guillemets. Que vous commenciez, que vous sortiez d'école de cinéma ou quoi que ce soit. En fait, faut se lancer même avec pas grand-chose, voire rien du tout. Ouais, mais bien sûr que je dis le nerf de la guerre tout à l'heure, parce que c'est quand même un peu important pour pouvoir faire des choses quand tu es un peu ambitieux. Mais en vérité, demain, tu prends un film à budget de 1 million. Si le producteur, il avait dit au réalisateur, ton budget, c'est 900 000 euros. S'il lui avait dit, ton budget, c'est 500 000, il aurait fait un film avec 500 000. C'est tout. Si moi, tu me donnes 1 million, je te fais un film pour 1 million. C'est normal. C'est l'argent attire l'argent. C'est un peu aussi un cercle vicieux de ces univers qui nous dépassent, que sont l'artistique, l'argent, le football, des choses comme ça, où en vérité, on se demande, est-ce que ce que tu payes, c'est vraiment la valeur ? Je sais pas. Moi, j'ai pas de réponse. Est-ce que un film, ça vaut 1 million ? Je suis pas sûr, en fait, en vérité. Je pense qu'il y a des pays où on te fait le même film, pas pour 1 million. Donc ça, c'est la preuve que le film, il vaut pas forcément ça. Moi, une fois, j'ai été voir, petite anecdote pour vous. J'étais voir un producteur pour lui présenter la série Nolan. Et il a eu 2 réflexions qui m'ont marqué, qui me marqueront, je pense, à vie. La première, il m'a dit, c'est très bizarre parce que d'habitude, j'ai des gens en face de moi qui viennent avec un scénario et qui me demandent de l'argent. Vous venez en face de moi avec quelque chose que vous avez déjà fait, que vous avez déjà réalisé. Et il me dit, j'ai pas l'habitude de ça. Donc déjà, c'était troublant. En même temps, c'était valorisant ce qu'il disait. Et la deuxième chose qu'il m'a dit, c'est que ce que j'ai réalisé, ce que j'ai réussi à réaliser avec Nolan, personne n'avait fait. En tout cas, lui, il n'avait jamais vu quelqu'un qui avait été aussi loin dans le rêve, entre guillemets, puisque c'est un rêve de toute façon, donc c'est pas entre guillemets. Et je sais que ces paroles-là, de la part d'un boss d'une grosse société de production, c'est quelque chose qui m'avait marqué parce que déjà j'ai été reçu par le boss et non pas par son assistant. Et je me suis dit, le gars, il a un peu cerné le personnage. Un peu. En tout cas, je suis totalement quelqu'un, moi je suis un jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que quand je commence quelque chose, jusqu'à la mort, je lâche pas l'affaire. Je comprends la réaction aussi du producteur parce que c'est très ambitieux. On voit pas beaucoup de gens qui font ça. Ou alors, les personnes qui veulent faire une série vont vouloir la produire et vont par exemple tourner le pilote, un premier épisode. Mais d'aller jusqu'au bout comme ça, franchement, chapeau. Bah écoute, merci à toi. Merci, c'est gentil. Pour revenir un petit peu sur ta carrière, toi maintenant, donc tu disais que tu as commencé... C'est un grand mot. Oui, ta carrière, j'insiste. Tu as commencé donc, en faisant un petit peu d'acting. Est-ce qu'aujourd'hui, tu continues à passer des castings ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou plus trop ? C'est pas que c'est quelque chose qui m'intéresse pas, c'est que niveau timing, c'est très compliqué pour moi. Par contre, si demain, je vois une recherche d'acting dans un univers ou un personnage, quelque chose qui me correspond, oui, c'est pas du tout un problème pour moi. Je suis pas fermé à cette idée et je me dis pas, moi j'ai pas besoin de ça pour réussir. C'est vrai que mes projets me prennent beaucoup de temps. Je sais qu'en 2025,
je vais jouer dans, alors je sais pas si ce sera une série ou un film parce que j'ai pas encore les tenants aboutissants, de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est Ethan Anderson, qui était la première personne pour qui j'ai tourné tout à l'heure, je l'ai dit, dans Mirage, qui se met sur un projet très ambitieux. Donc le casting, il a été passé et je sais qu'il me veut moi absolument, donc c'est super valorisant. Et ça va me faire un peu du bien, j'avoue, d'être que comédien. Parce que en vérité, la charge mentale quand t'es producteur, encore plus que réalisateur, parce qu'il faut que les gens comprennent, producteur, c'est l'oseille. C'est-à-dire que moi, une journée de tournage, il faut qu'elle soit rentable, puisque c'est de l'argent qui part. Réalisateur aussi, c'est une pression parce que tu es responsable de ce que tu filmes. Comédien, tu es responsable que tout se passe bien et qu'à l'arrivée, ton travail soit bien fait. Enfin bref, toutes ces casquettes-là font que quand tu es juste comédien et pas scénariste, monteur, etc., waouh, c'est une belle récré. Franchement, c'est une belle récré. On dit juste comédien, mais bien sûr que c'est un travail à part entière. Et je pense que justement, ça va être intéressant pour toi de faire uniquement la partie comédien et justement aller plus loin encore dans ce que tu peux donner dans ton jeu, être 100% focus là-dessus. Ah ben, bien sûr, oui, c'est sûr que là, j'aurais pas d'excuses pour vivre le personnage matin, midi et soir, à connaître mon texte sur le bout des doigts, même si j'ai toujours connu mon texte parce que c'est essentiel pour moi, ça, comme je t'ai dit, en tant que producteur, si je connais pas mon texte, c'est quand même un peu gravissime. Mais oui, c'est sûr que si je ne fais que jouer, entre guillemets, c'est déjà beaucoup, c'est déjà pas évident, c'est pas donné à tout le monde. Et puis encore une fois, il y a des gens, je vais les toucher, il y a des gens, ils vont me trouver super bon, il y a des gens, ils vont me trouver pas bon du tout, mauvais. Donc en tout cas, oui, c'est vrai qu'en tant que comédien et uniquement sur ce rôle-là, je vais m'y donner à fond et j'espère faire quelque chose qui dénote. Félicitations en tout cas pour ce projet, j'ai hâte de voir ça. Franchement, je pense que tu en entendras parler. Quel est ton rêve maintenant avec le cinéma ? Quels sont un peu les objectifs que tu as envie d'atteindre ou que tu t'es fixé ? Mon rêve dans le cinéma, ce serait que mes projets voient jour sur le grand ou sur le petit écran, de continuer à travailler avec des gens que j'apprécie et des gens que j'espère m'inspirent et que j'inspire également. Mon rêve, ce serait évidemment gagner ma vie en faisant ce que j'aime, c'est-à-dire que de l'artistique, en écrivant des scénarios. Devant ou derrière la caméra, ça n'a pas vraiment une grande importance à partir du moment où je me réalise. Et je dis souvent que je prends cette formule, je réalise pas des films, je me réalise moi. Parce que je vois ça de cette manière. Un jour, je suis tombé sur une photo de moi avec un caméscope jeune, filmant. Je ne sais plus ce que je filmais d'ailleurs. Et je me suis dit, c'est marrant parce que finalement, c'est le Xav jeune et le Xav un peu moins jeune qui se rencontrent. Et finalement, j'ai toujours voulu avoir une caméra dans la main, ou du moins avoir la possibilité de réaliser des choses. Sauf que je m'en pensais pas capable, en vérité, c'est ça. Et c'est vrai que techniquement, aujourd'hui, les avancées technologiques qu'on a font que, comme il disait Orelsan, je reprends ta phrase, on a juste besoin de quelque chose qui filme pour filmer. Oui, c'est vrai. Parce que ça, en vérité, il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'était pas possible. Oui. Parce que c'était des coûts monstrueux que pas grand monde pouvait avoir. C'est pour ça que le cinéma, pendant longtemps, et même encore un petit peu aujourd'hui, c'est très élitiste, c'est très fermé, parce qu'il y avait que certaines personnes qui pouvaient se le permettre. Et heureusement qu'il y a des gens qui mettent des gros coups de latte dans les portes pour les ouvrir, pour faire entrer tout le monde, dire venez, il y a de la lumière, les gars, rentrez. Et que ça change un peu, qu'il y ait des nouveaux visages, qu'il y ait des nouvelles écritures, des nouvelles plumes, des nouvelles sensations, qu'il y ait des gens plus audacieux. On est en retard, le cinéma français, on est en retard sur le cinéma américain. Pourquoi on est en retard ? Pas parce qu'on ne peut pas, parce que je pense beaucoup ne veulent pas, parce qu'il y a une autoroute, on prend cette autoroute, et si tu bifurques et tu prends la sortie, tout de suite t'es mal vu. Et moi j'aime les metteurs en scène, les réalisateurs qui bifurquent, qui ont envie de faire un truc complètement différent, qui dénotent de ce qui se fait aujourd'hui dans le cinéma traditionnel français, quoi. Oui, parce que tout est beaucoup aussi une question d'argent, et qu'aujourd'hui la plupart des productions préfèrent peut-être refaire une recette. On sait qu'elle fonctionne, plutôt que d'aller tenter d'innover un petit peu, d'être un peu plus créatif, sortir des sentiers battus. Mais en effet, sans ça, le cinéma, il est vite inintéressant, quoi. Le cinéma, il est comme le foot, hein, c'est-à-dire que beaucoup d'argent, parfois, peut tuer un sport. Et beaucoup d'argent, beaucoup d'enjeux économiques peuvent tuer
des envies artistiques. Et c'est dommage parce que je pense que dans le ciné, il y a des gens qui ont plein d'envie de faire des choses différentes, mais qui le font pas justement pour les raisons que tu viens de citer, parce qu'il faut rester dans le carcan habituel qui nous a été imposé depuis des années. Comme tu l'as dit, les avancées un petit peu techniques, ça a permis une certaine démocratisation du cinéma. Est-ce que toi, un petit peu, tu regardes des personnes qui aujourd'hui font de la fiction, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux aussi, il y en a beaucoup. C'est quelque chose que tu consommes, que tu connais un petit peu Ouais, je ne vais pas être un spécialiste en la matière, mais par contre, je regarde tout. Je ne vais pas te donner des noms parce que du coup, je regarde tellement de choses que j'ai pas de. Mais oui, moi, je regarde tout sur les FX, Alors, et même si je regarde pas forcément pour apprendre, pour le coup, je regarde pour me cultiver. Je regarde parce que la vie des autres m'intéresse aussi. Et je suis quelqu'un de très curieux dans la vie. Donc oui, je m'arrête pas à mon petit précaré en me disant c'est moi et que moi. Donc non, j'aime tout ce qui touche le cinéma de près ou de loin. Par exemple, j'aime beaucoup les making-of. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je regarde beaucoup les making-of des séries ou des films parce que parfois, c'est triste à dire, les making-of des fois sont plus intéressants que les films eux-mêmes. C'est pour te dire. Athéna, le making-of, je l'ai adoré. Je trouvais extraordinaire de savoir comment ils ont tourné cette série, d'autant plus que quand tu la regardes, des fois, tu dis, bon, là, ils ont cuté. Et en fait, non, ils n'ont pas cuté, il n'y a pas de coupure. Et tu dis, ah ouais, franchement, respect. L'autre, il prend la caméra, il est sur une grue, il s'envole. Waouh, super. Donc, je trouve que c'est très enrichissant. Mais est-ce que vraiment, le fait aujourd'hui de faire des projets, de réaliser ses propres courts-métrages, web-séries, etc., est-ce que ça permet vraiment de susciter l'intérêt de producteurs, de chaînes de télé, de plateformes ? Ou est-ce qu'on est quand même dans un système dans lequel c'est compliqué de rentrer, quoi ? Moi, je pense qu'on est dans un système dans lequel c'est compliqué de rentrer. Ouais, tout à fait. Tu vois, The Voice, t'as des gens qui sont dans toute la France, qui vont voir les petits concerts à droite, les petits concerts à gauche, les karaokés. Il y a des gens qui ont été remarqués dans The Voice en faisant un karaoké et qui font ce travail de fourmi. De casting sauvage, finalement. De casting sauvage, exactement. Merci pour la petite dédicace. Et qui ramène des talents. Mais en vérité, dans le cinéma, je pense qu'il n'y a pas ça, justement. Dans le cinéma, on est encore dans un truc assez verrouillé. La seconde raison, je pense, c'est qu'il y a du coup beaucoup de projets qui se noient aussi. Donc c'est la difficulté quand il y a beaucoup, c'est que voilà, ça se noie un petit peu et je pense que ça aussi, ça y joue beaucoup. Pour moi, le cinéma, c'est simple. C'est comme dans la vie. La rencontre. Tu vois, tu peux être le meilleur des mecs, tant que tu n'as pas rencontré la bonne personne, tu ne tomberas pas amoureux. Ben là, c'est pareil. Tu peux être le meilleur des réalisateurs, avoir un talent immense, extraordinaire, mais tant que tu n'as pas fait la bonne rencontre de la bonne personne qui va impulser ton projet, qui va te dire, toi, je peux changer ta vie, je peux faire que ton talent soit reconnu, parce que le problème, c'est pas d'avoir du talent. Le problème, c'est de reconnaître que tu as du talent et que tout le monde le voit que tu as du talent. Et de le mettre en valeur, quoi. Exactement. Et pour ça, pour le mettre en valeur, tu as besoin de quelqu'un. Parce que c'est la limite, en fait. C'est la limite artistique, c'est la limite des idées, la limite des envies. C'est que tu as besoin de quelqu'un qui a cette petite baguette magique et qui est en capacité de t'ouvrir la porte et te dire, voilà, bienvenue dans le monde du cinéma. Et ça, c'est pas évident. C'est ce qui nous manque à tous, les passionnés. Certains l'ont, et heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire que la porte ne s'ouvrira jamais. Et là, ce serait pour le coup... très frustrant, quoi. Très frustrant. Donc oui, pour vraiment répondre à ta question, je pense que c'est pas suffisant en fait de faire des projets et qu'il faut peut-être aller taper aux portes. Ce que moi, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup de mal à faire parce que je suis très fort très fort, c'est prétentieux, mais je pense être bon pour réaliser, pour innover. Par contre, dès qu'il s'agit de vendre le bébé et faire un peu des courbettes, c'est un peu plus compliqué pour moi. Je comprends. C'est très compliqué et c'est un métier aussi à part entière. Mais aujourd'hui, malheureusement, les artistes, on est tous un petit peu à être à la fois sur la partie créative, mais à la fois, il faut être des entrepreneurs derrière. Ouais, même si je pense que les deux casquettes ne vont pas forcément ensemble et qu'en vérité, la vraie solution, c'est pas de faire les deux. La vraie solution, en vérité, c'est d'avoir quelqu'un qui fait ça pour toi. Parce que tu peux pas devenir ce que t'es pas. C'est pas vrai. Tu peux pas te changer. Alors qu'il y a des gens qui sont très bons là-dedans. Il y a des gens... ils vont croiser demain Van Damme, ils vont aller le voir, l'inviter à boire un verre et 2 jours après, ils vont signer un truc avec lui. Oui, qui ont le contact facile et oui, bien sûr. Au-delà du contact, c'est le culot. Ouais. Parce qu'en vérité, c'est un métier où tu dois avoir du culot. Oui, mais il y a le culot et il y a la confiance aussi. Il faut être très confiant. Si t'as pas de confiance, t'as pas de culot. Oui. Le culot, c'est de la confiance. C'est même de la confiance
abusé. Oui, mais il y a de la confiance en soi et il y a de la confiance en ses projets. Moi, par exemple, c'est quelque chose que j'aurais pas forcément peur de faire, d'aller parler à quelqu'un que j'admire, qui m'inspire, etc. En revanche, avoir la confiance de lui donner mon projet et de lui dire ça, franchement, jette-y un œil, c'est vraiment bien comme projet, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je comprends. C'est dommage, parce que si t'as assez de confiance pour aller lui parler, de par ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai vu des gens hyper connus, des gens que j'aimais, et j'ai jamais été les voir. Pas parce que j'osais pas, mais parce que ça me suffisait, en fait. Parce que les voir me suffisait. Mais du coup, faut bien insister, donc comme tu l'as dit, sur le fait de trouver quelqu'un qui te mette en valeur. Faut aussi savoir se créer ses opportunités, se mettre en avant et travailler pour, même si c'est travailler dans l'ombre. En fait, c'est jamais vraiment dans l'ombre, quoi. Ouais, je pense, pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, que même si tout s'apprend, il y a des gens qui vont le faire mieux que toi. Et s'il y a des gens qui savent le faire mieux que toi, faut leur laisser la place. Ce serait, encore une fois, prétentieux de pouvoir penser que tu es bon dans tout. Moi, je suis pas bon dans tout. Il y a des choses où je suis médiocre. Et justement, il y a des gens qui sont là pour pallier à cette médiocrité. Donc oui, je pense effectivement qu'il y a des gens qui peuvent se faire ce travail-là pour toi, mais il est essentiel en vérité. Parce que nous, les artistes, encore une fois, la tête dans les étoiles, on pense qu'à l'artistique, mais derrière ton projet, il faut le vendre. Et il faut peut-être démarcher des gens, en vérité, qui sont capables de t'apporter ce qui te manque. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es sur des projets ? Est-ce que tu es en écriture ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver ? Qu'est-ce que tu prépares ? Alors, j'ai un projet qui me tient à cœur sur un univers que je dévoilerai pas, mais qui est en écriture, qui serait un long métrage. Mais pour le coup, c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de réaliser parce que en termes de moyens et en termes d'ambition, ça l'est trop. Et tu serais capable de laisser un peu partir ton bébé en mode j'ai juste écrit, entre guillemets, alors que d'habitude, tu fais vraiment tout de A à Z ? On peut faire une co-réalisation. Okay. On n'est pas obligé de lâcher le bébé complètement. Ouais. Mais voilà, donc j'ai ce long métrage qui serait donc le premier long métrage, même si Nolan, si on cumule tous les épisodes, il fait quand même de mémoire 3h20. Ce qui est énorme d'avoir produit et réalisé énorme, 3h20 comme ça. Et vu que je suis quelqu'un qui vit avec mes étincelles, voilà, moi je fonctionne comme ça, je fonctionne à l'instinct. Quand j'écris un scénario, en général, j'ai le début et j'ai la fin. Ce que j'ai pas, c'est le cheminement. C'est-à-dire que durant le cheminement, j'aime me surprendre. J'aime commencer à écrire un truc et même si je sais où je vais, mais ne pas savoir comment je vais y aller. Et c'est ça qui, pour moi, est passionnant. C'est dans l'écriture, c'est de me surprendre moi-même. Pour l'anecdote, les comédiens qui participent à mes projets, en général, n'ont pas les autres parties des autres comédiens. C'est-à-dire qu'ils n'ont que les parties dont ils ont besoin pour comprendre le personnage, dont ils ont besoin pour comprendre le contexte. Mais ils ne savent pas, par exemple, ce qui se passe pour l'autre personnage qui n'a rien à voir avec eux. Et ça, pour moi, c'est un vrai plaisir, parce que quand ils regardent la fiction terminée, ils sont surpris parce que du coup, ils sont complètement en tant que spectateurs. Ils ne sont pas que comédiens. Ils sont comédiens pour leur partie, mais ils sont spectateurs pour découvrir la partie des autres. Ah oui, tu ne donnes jamais le scénario intégral aux comédiens, d'accord. Jamais. Casting sauvage, c'était le cas. Nolan, c'était le cas. Le prochain projet que je suis en train d'écrire, c'est également le cas. À partir du moment où j'estime qu'il n'y a pas de nécessité réelle de compréhension scénaristique, j'ai envie de jouer avec mes comédiens, c'est le cas de le dire. Et j'ai envie que ce soit un jeu, j'ai envie que ce soit une découverte, j'ai envie que ce soit une surprise. Et que quand ils regardent le film fini, monté, qu'ils disent « Ah ouais !» Voilà, l'émerveillement, ça me plaît. Je comprends, et c'est intéressant d'avoir ce côté émerveillement, mais du coup encore plus dur de susciter l'intérêt des comédiens que tu dois convaincre en leur donnant des extraits, des toutes petites scènes à chaque fois. Je donne des brides, je suis comme le petit pousset, je mets des petits cailloux que je mets par-ci par-là, mais en vérité les petits cailloux ils représentent jamais vraiment l'intégralité de l'intrigue. Quel est ton processus un petit peu d'écriture et de travail ? Comment tu t'organises, toi, de l'idée jusqu'au rendu final ? Alors déjà, moi, il faut savoir que je suis quelqu'un d'hyperactif et que je n'aime pas du tout que les projets traînent. Alors, quand j'ai un projet, il faut qu'il voit le jour assez rapidement. Alors que tu as quand même une vie bien occupée à côté du cinéma aussi. Ouais, bien sûr, mais la vie est une question d'organisation. Il y a des cases, il faut savoir remplir les cases. Dans une journée, il y a 24 heures. J'utilise toutes les heures de ces 24 heures. Je travaille beaucoup la nuit.
Je suis très prolifique la nuit, je suis très inspiré la nuit. 99,9% des scénarios que j'ai écrits, je les ai écrits la nuit. Ensuite, très rapidement, je me fixe une deadline pour savoir le maximum que je peux tourner le projet, faire en sorte que les équipes soient montées. Les comédiens, soit ils sont déjà dans ma tête, soit je sais déjà quel profil je veux. En fait, je fais tout pour que dans la réalisation du projet, il n'y ait pas de perte de temps. Le temps, c'est très important et quand je disais tout à l'heure que 1 heure, c'est 1 heure pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je considère que moins je perds de temps en amont à préparer, plus je gagne du temps les jours J. On arrive à la fin du coup de ce podcast. Ouais, c'est passé hyper vite. Hein. C'est passé très vite. J'étais très contente d'avoir tes conseils, tes idées. Et moi, j'étais content d'essuyer les plâtres de ton émission podcast. Oui, et c'est la première. Je suis persuadé que ça va être un succès. En tout cas, t'es quelqu'un qui met à l'aise. T'es quelqu'un de bienveillant et ça, c'est hyper important. Ouais, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. J'ai hâte de recevoir les autres invités également. Où est-ce qu'on peut retrouver un petit peu ton travail? Où est-ce qu'on peut te suivre voilà. Sur mon site, il y a tous mes courts-métrages, les séries que j'ai pu réaliser. Donc, c'est x5.shop. x5.shop et voilà, vous tapez sur Internet, Google, vous tombez dessus directement. Est-ce que tu as un Instagram aussi, quelque chose? Ouais, sur Instagram, just Xav Séverin. Merci beaucoup Xavier pour tes réponses, pour ton temps, c'était super intéressant, j'ai adoré discuter de tout ça avec toi. Donc c'est la première de ce podcast et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Moi l'idée ici c'est de recevoir différents artistes, que ce soit dans le cinéma et dans la peinture, la sculpture, un petit peu tout et comprendre les parcours de chacun, les processus créatifs et ce qui se fait aussi dans l'industrie. Donc on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. À très vite.